Bonsoir Hubert Védrine. Bonsoir. Grand plaisir de vous avoir dans cette émission en direct avec Anthony Bélanger. Vous êtes diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire général de l'Élysée. Et vous venez de publier Après l'Occident, point d'interrogation, vous y tenez, chez Robert Laffont, avec l'anthropologue Maurice Godelier. On va en parler. On va commencer par le plus brûlant, si vous le voulez bien, l'Iran, le Moyen-Orient. Le régime des Mollahs essaie de gagner du temps dans ces négociations. Vous allez nous donner votre lecture de ces négociations. Mais d'abord, les deux porte-avions. Deux porte-avions américains sont sur zone dans le Golfe. C'est une véritable armada militaire. Les ressortissants américains en Israël sont appelés à rentrer chez eux. Les ressortissants chinois en Iran à quitter également ce pays. Est-ce que vous pensez qu'une intervention peut être imminente ? D'abord, je pense que la question israélo-palestinienne est aussi importante. On va en parler. Non, mais on va en parler, mais je dis avant de répondre, parce que les gens se ruent sur la question iranienne, parce que ça nous prend évidemment au triple compte tenu de l'impression qu'on a de l'armada militaire. Je dirais simplement que Trump a besoin d'obtenir un gros résultat. Alors, soit il va dire que les négociations ont abouti au plus grand résultat qu'on ait jamais vu depuis 3000 ans, ça c'est Trump, ou alors il faut qu'il frappe quelque chose. Et dans les deux cas, enfin dans le deuxième cas, il ne va jamais s'engager dans une guerre de longue durée. Il ne fera jamais comme Bush en Irak. Ça, l'opinion américaine ne le supporterait pas. Sa base à lui, pas l'opinion générale, mais sa base à lui. Il y a une opinion démocrate d'avant qui était interventionniste, etc., ingérence, mais sa base, non. Mais déployer autant de force... Il n'est pas aligné complètement sur Israël sur ce point. Parce qu'Israël, il y a une petite marge. Parce que Trump n'a pas d'affect, en fait, sur ces questions. Alors, il est pro-israélien, comme tous les dirigeants américains, mais à plusieurs reprises, il s'est différencié de Netanyahou. Et Netanyahou agit, en général efficacement, mais pas toujours, pour que l'Amérique soit engagée dans une vraie guerre qui aille très très loin. Les alliés arabes de Trump ne veulent pas ça. Ouais. Donc, je n'écarte pas l'hypothèse d'une frappe. Je ne sais pas sur quoi, on verra. Ou alors un succès présenté comme monumental. Alors justement, est-ce que les Iraniens sont prêts à lui offrir ce succès, notamment par exemple en lui offrant sur un plateau d'argent l'arrêt de leur programme nucléaire? D'abord, on n'en sait rien, sinon on ne serait pas en train de débattre une incertitude. Et je pense qu'ils sont divisés là-dessus. Voilà. Il y a certainement des... Alors on dit en général le président, on n'est pas sûr, mais le président, en l'opposant au guide, le président serait sans doute prêt à accepter un accord à condition qu'ils reconnaissent le droit de l'Iran à enrichir à des fins civiles, à des taux très limités, en mettant sous séquestre les stocks qu'ils auraient trop enrichis avant peut-être, mais il y a évidemment aussi une ligne intransigeante ferme autour du guide de gens qui disent on a plutôt intérêt à avoir une nouvelle guerre pour nous. Alors que si on rentre dans le schéma des... Donc, je pense qu'ils sont divisés. Et que ça se joue maintenant. Sur les négociations, c'est le nucléaire l'enjeu principal ou c'est aussi les missiles balistiques de longue portée qui peuvent frapper les pays du Golfe? Vous voyez bien qu'il y a deux versions justement là-dessus. Alors Trump y met l'accent sur le nucléaire parce qu'il a besoin de se réserver la possibilité de frapper quelque chose si ça ne marchait pas. S'il concluait qu'il ne peut pas vendre le pseudo-accord, il a besoin de quelque chose. Et évidemment, les Israéliens, ceux qui relaient les positions israéliennes à Washington, et une partie d'ailleurs des Américains, disent qu'il ne faut pas simplement le nucléaire, il faut éliminer les missiles. Mais les missiles, il y en a partout en fait. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir faire une attaque où d'emblée, ils clouent au sol l'ensemble des missiles. Donc ils ne sont pas sûrs de pouvoir, si on va à la guerre, de pouvoir protéger complètement Israël, et puis encore plus du point de vue de Trump, les alliés de la péninsule arabique. Or, les missiles peuvent atteindre assez facilement Abu Dhabi, Dubaï, Doha, même Riyad. On pourrait presque dire de manière paradoxale c'est pas décidé en fait. Que Trump a raison d'attendre. Il a raison d'attendre et de voir venir. Ça fait 3 semaines que tout le monde pense que les Iraniens vont y aller, que les Américains vont y aller, que les forces augmentent, que les signes cessent de montrer que à la fin il va se passer quelque chose. Il fait patienter tout le monde. C'est presque une patience stratégique. Je pense que vous pourrez dire ça quand on connaîtra l'issue en fait. Parce que si en menaçant avec 2 armadas gigantesques les Iraniens et que le camp, entre guillemets, réaliste l'a emporté sur les autres, les fanatiques, ils pourraient dire oui, j'ai obtenu ça. Si je n'ai pas menacé l'Iran comme jamais, je ne l'aurais pas obtenu. Mais vous avez prononcé le mot de guerre, en tout cas comme option potentielle dans le régime, côté guide suprême. Mais je crois pas qu'il hésite exprès, je crois qu'il est vraiment... qui ne peut pas choisir encore. Ouais. D'ailleurs, ça confirme, les informations de la Maison-Blanche confirment votre analyse, la décision n'est pas prise. J. Evans, le vice-président américain, estime qu'il n'y a aucune chance qu'une attaque contre l'Iran entraîne une guerre régionale durable.
Vous êtes d'accord avec ça? Alors, sur durable. Oui. Il traduit la base MAGA, Vance. Rubio est moins proche de la base MAGA, mais lui, il Secrétaire est d'État américain. absolument opposé au développement des interventions à l'extérieur pour imposer la démocratie au monde entier. C'est le contraire exact de ce qu'on appelait les néocons aux États-Unis. Donc il est assez logique en disant ça. Donc le mot-clé de la déclaration, C'est durable. C'est durable. Ça n'écarte pas, il des frappes. Si Trump ne peut pas valoriser suffisamment une sorte de semi-accord, il va taper sur. Il ne peut pas ne rien faire, en fait. Donc il est obligé. Donc je pense qu'il est gêné, en fait. Je crois pas que ce soit que tactique. Oui. Est-ce qu'il est en prenant l'option inverse, pas pris au piège de sa propre tactique? C'est-à-dire, ne rien faire serait confirmer, vous savez, ce fameux taco qu'on lui reproche, c'est-à-dire Trump always chicken away ou chicken out, c'est-à-dire qu'il finit toujours par se dégonfler et intervenir risquerait effectivement une guerre. C'est terrible, même le dilemme dans lequel il s'est. On pourrait le dire après ça, quand on connaîtra la suite. Mais si finalement il y avait un accord où les Iraniens ne donnent pas assez, on n'est pas sûr de ce qu'ils disent, on ne peut pas le contrôler. Et il dit quand même, je ne frappe pas parce que mes amis saoudiens m'ont donné... Là, il est dans la situation qu'il a décrite. Pour bien comprendre les rapports de force, c'est un peu tôt. on sait qu'il y a des enjeux sur le pétrole aussi, puisqu'il y a le détroit d'Ormuz, il y a des enjeux aussi économiques sur le prix du pétrole en cas d'attaque, même si elle n'est pas durable. Est-ce que l'Iran a encore des alliés, des États alliés? Pas tellement, parce que les Chinois et les Russes les soutiennent, mais ils ne font rien en pratique. Ils ne vont pas envoyer des troupes ni rien. Ils n'ont pas beaucoup d'alliés, en fait. Mais ils ont quand même... L'Iran, c'est pas n'importe quoi. C'est pas le Venezuela, hein. Voilà. C'est-à-dire que Trump soupèse les deux options. Ils ont quand même encore d'abord énormément de missiles, peut-être encore un peu de nucléaire caché, je ne sais pas où. C'est pas une vraie menace pour tout de suite. Ça, c'est la question des missiles qui est dangereuse pour les voisins, Israël et les autres Arabes. Donc, ce n'est pas la question des alliés. Et d'autre part, comme le disait très bien le professeur Ourcade, qui est un de nos bons spécialistes de l'Iran, il y a plein de révoltes depuis des années, mais jamais regroupées, en fait. Donc, ils arrivent à en venir à bout par des répressions absolument féroces. Et ça s'arrête petit à petit. Donc, c'est un régime qui est effrayant, qui est absolument répugnant, mais qui est assez solide encore. Donc, vous pensez qu'il n'est pas terminé, ce régime? Affaibli, mais toujours debout. La preuve. Oui, enfin, en même temps, la Chine, là, par exemple, elle leur a vendu des missiles antimissiles. Elle a aussi envoyé des bateaux sur place. Oui, mais c'est pas un engagement énorme. C'est pas l'équivalent de l'engagement des États-Unis. Elle montre quand même qu'à 3 millions de barils par jour qu'elle importe d'Iran, sur les 11 millions qu'elle importe quotidiennement, l'Iran n'est pas le Venezuela. C'est un enjeu beaucoup plus important. Vous avez raison de le souligner, mais c'est pas un vrai allié quand même. C'est pas un allié dans la guerre. Donc la Chine a besoin d'eux. Ils ne peuvent pas se passer de la Chine, un peu de la Russie, mais si l'affrontement avec les États-Unis a lieu à partir de demain, la Chine ne s'engage pas. Est-ce que vous croyez, par exemple, à la fermeture du détroit d'Ormuz? Les Iraniens le menacent depuis 47 ans de le faire, ne l'ont jamais fait jusqu'à présent, pour de bonnes raisons d'ailleurs, parce qu'ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied si jamais ils devaient le fermer. Est-ce que vous croyez que c'est un levier? C'est au désespoir, on parlait de guerre régionale, ils pourraient aller jusque-là? S'ils le font, c'est pas très large, c'est une trentaine de kilomètres. S'ils le font, pour le coup, les États-Unis sont obligés de frapper pour dégager le détroit. Et pour le coup, l'ensemble des pays arabes qui redoutent plutôt la guerre, là, pour le moment, à cause des représailles possibles, leur demandant de dégager le détroit. Donc ils peuvent le fermer 3 jours. 4-5 jours, ça ferait monter le pétrole, il redescendrait après. Je voudrais qu'on dise un mot sur le Moyen-Orient. Vous avez vu les images du Conseil de paix de Donald Trump qui a réuni autour de lui? C'est grotesque, ça. C'est grotesque? Bien sûr. En quoi est-ce grotesque? Après, il n'y a aucun pays important. Il faut payer pour rentrer. Oui. 1 milliard. C'est pas mal pour Gaza, finalement. Et pour faire quoi? C'est la question qu'on vous pose. A priori, si les États-Unis sont la première puissance mondiale et que cette première puissance mondiale est entre les mains de Donald Trump, on peut lui laisser quelques années l'occasion de réorganiser Gaza, du moment que c'est de l'argent américain. Pourquoi pas? C'est très pragmatique, au fond. Hubert Védrine. La plupart des pays sérieux importants n'y sont pas. Quels sont les pays qui sont? C'est les pays qui ne peuvent pas dire non à Trump, ou qui ont besoin de lui, ou qui attendent en échange des investissements énormes. Est-ce qu'il y a des pays sérieux dans la région autres que les États-Unis? La France a essayé de vaguement, l'Europe essaye de s'imposer. Est-ce que ce sont des pays sérieux au Moyen-Orient? Vous avez l'air de croire à l'avenir du Conseil de la paix, moi non. Quel avenir pour Gaza dans ces cas-là? Avec les plans il y a le Conseil projetés pour la paix, par Donald Trump. Personne n'y croit, en fait, sauf les gens qui se disent tant que Trump est là, je suis obligé de faire semblant d'y être. Bon. Sauf que dans le plan global, Gaza, que Netanyahou ne demandait pas du tout. Il ne demandait pas un plan Trump pour Gaza.
Il voulait qu'on lui laisse les mains libres. Que les Israéliens et l'armée israélienne fassent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire traiter les Palestiniens comme les Américains ont traité les peaux rouges, quoi, au 19e. Il y a quand même un plan Trump. Pourquoi ? Parce que Trump veut relancer les accords d'Abraham. Et c'est sa grande réussite du Alors, premier pour nos mandat. téléspectateurs, les accords d'Abraham, la normalisation des relations des pays arabes avec Israël, Les notamment gouvernements arabes l'Arabie qui disaient, saoudite. on en a ras-le-bol tous, on va normaliser qu'Israël. Ils étaient tous venus, mais pas l'Arabie. Parce que les pays De arabes Mohamed Ben Salman. qui n'ont pas de peuple, ça les gêne pas, en fait. L'Arabie, il y a quand même 30 à 40 millions de gens qui sont archi-anti-israéliens tant qu'il y a la colonisation. Mais les Israéliens ont intérêt aussi à la relance de ces accords. Ils ont intérêt à leurs conditions. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'y ait pas le début d'un processus d'État palestinien. Parce que contrairement à leurs grands hommes, à mon avis, autrefois, Rabin, Pérez, même Olmert, même Ehud Barak, même Sharon à la fin, que depuis que Netanyahou est là, il était très honnête et très franc, en disant qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. D'ailleurs, il n'y a que des terroristes. Vous pensez que Donald Trump je m'arrangerai est pour favorable à un État palestinien ? Écoutez, pourquoi il a dit des choses qu'aucun président n'a dit avant. Il n'a pas besoin de faire le plan Gaza, en fait. Il n'a pas besoin que Steve Witkoff et je ne sais qui disent on a noté quand même que les Palestiniens aspirent à un État, le contraire exact de ce que veulent les Israéliens. Et dans le... Alors j'ai dit ce que je pensais un peu méchamment comme ça, ironiquement. Voilà l'utilité du plan du Conseil de paix de Donald Trump. Peut-être. Formaliser ce que Donald Trump pense et du plan qu'il a pour Gaza. Alors, normalement, non, parce qu'il est quand même pro-israélien, même s'il s'en fiche un peu sur le fond. Il est quand même pro-israélien, mais comme l'Arabie dit, moi je ne viens dans les accords d'Abraham. Moi je veux normaliser l'Arabie. Mais avec ce qui s'est passé à Gaza, qui est monstrueux, je ne peux pas y aller s'il n'y a pas quelque chose. Donc il y a l'idée qu'il y a un petit quelque chose, une sorte de conseil technique avec une quinzaine de technocrates palestiniens qui sont aujourd'hui au Caire, que l'Israélien empêche d'entrer à Gaza, qui aurait un job très limité, mais aux yeux du Hamas, qui ne veut pas 2 États, ils veulent le Hamas. Aux yeux de Netanyahou, qui ne veut pas 2 États, il veut qu'Israël. C'est déjà trop. Donc, vous avez raison, le paradoxe de cette espèce de système extravagant, là, le Conseil de la paix, c'est qu'en dessous, il y a un projet quand même, un petit projet quand même, pour Gaza, pour faire quelque chose pour Gaza. Et un projet. Alors, je ne sais pas si ça suffit pour les Saoudiens, pour qu'ils disent OK, maintenant on va y aller, on va normaliser, à condition que... relancer le et la processus bataille va se d'Abraham. porter là-dessus maintenant. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de l'Europe, parce que l'Europe est absente du Moyen-Orient, et ce n'est pas uniquement de cette région qu'elle est absente. Mais justement, je voudrais que vous nous disiez en quelques mots votre lecture. Dans quel état nous sommes, nous, les 27 ? Est-ce qu'on est réveillés par une administration américaine qui nous méprise et qui cherche à nous diviser ? Ou est-ce qu'on est aveuglément soumis ? C'est pas aveuglément, parce que... ouvrage, d'ailleurs, en partie. Après, c'est le point auquel on arrive, Godelier et moi, après avoir réfléchi sur l'Occident qui a toujours été interventionniste et missionnaire et prosélyte, et qui doit constater que ça ne marche plus, d'où les interrogations. Bon, il faut toujours rappeler que ce sont les Européens qui ont supplié, après la guerre, les Américains de les protéger. C'est pas l'ingérence américaine, c'est une demande. Et ça n'a pas bougé. Sinon, ils auraient été gaullistes, les Européens. Et tout ce qu'a dit Emmanuel Macron depuis des années n'a jamais rencontré le moindre écho par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand Poutine a attaqué l'Ukraine, quand il a envahi l'Ukraine, ça a réveillé l'alliance, ça a ressoudé l'alliance. Il a fallu qu'il y ait Trump qui revienne et qui introduise un doute qui est quand même hyper inquiétant pour que les Européens commencent à se poser la question de qu'est-ce qu'on va devenir par nous-mêmes. Mais ils ne veulent pas devenir autonomes. Ils sont entre les deux. Donc, quand Macron et le Britannique alors justement, trace une forme de voie sur l'autonomie stratégique, la souveraineté européenne en matière de défense. C'est un objectif. C'est la bonne objectif. Aujourd'hui, bonne voie. On est totalement dépendant aujourd'hui par un choix historique. 70% des achats d'armement européens sont faits aux États-Unis. Et Macron donne un objectif, une perspective. Pour y aller, il faut, si on dit défense européenne à la française, personne ne suit. Personne. Pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'ils ont demandé le soutien américain en 1949 et qu'ils ne veulent pas bouger par rapport à ça. Même Merz. Parce que la France a, même le chancelier allemand. Oui. On a aussi une histoire longue d'abandon de nos alliances, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale. On a déclaré la guerre pour la Pologne, mais on n'est jamais allé la sauver. Guerre, mais ça ne joue pas sur les déterminants actuels de l'avant-guerre, vous avez raison, mais ça ne joue pas. Expliquez-nous pourquoi même les Allemands, à la limite les pays vraiment frontaliers de la Russie, les pays de l'Est, on peut imaginer, mais même les Alliés ne sont pas prêts à se convertir à cette autonomie stratégique complète. Ils en ont l'intérêt. Non, c'est vous qui le dites. Mais vous il me semble, je vous pose la question.
Non, mais ça fait des décennies que c'est comme ça. Donc c'est quoi? C'est mental? C'est Non, culturel? c'est mental, c'est une décision stratégique. Oui, mais Les avec le Européens- retrait des Américains de l'Ukraine, Les Européens, après la on a guerre, changé cette décision. après la guerre, on demande à l'Amérique de nous protéger. Le Sénat ne voulait pas. Truman a arbitré. Ils veulent garder l'alliance. Donc la seule façon de progresser, dans le sens souhaité, que nous partageons d'ailleurs, c'est de dire on va créer le pilier européen de l'alliance. Ça, c'est moins choquant Renforcer l'Europe dans l'OTAN. au début. Sauf qu'il ne faut pas faire des colloques et inventer des slogans en défense européenne. Il faut répondre à des questions très précises. Qu'est-ce qu'on met dans le pilier européen en matière d'armes? Qu'est-ce qu'on met? Des armes européennes ou des armes américaines? Chaque pays donne quoi au début? Après, c'est qui l'état-major? Aujourd'hui, c'est un général américain depuis le début. Depuis toujours. Depuis toujours. C'est la base De sa sœur, celui qui commande. C'est la base de l'accord d'origine. Et c'est bien commode, parce qu'on n'a pas à choisir entre un général français et allemand. Oui. Donc si on fait un état-major européen, c'est qui? Troisièmement, si on y arrive, supposons qu'on y arrive, c'est possible, parce que les choses bougent en ce moment. Il y a déjà des coordinations en Europe dans le sein de Coordination, l'OTAN. mais c'est pas pareil. Coordination dans l'OTAN. Oui, Mais là, on raisonne sur un pilier européen. tout à fait. Si on y arrive, qu'est-ce qui donne les ordres? Qu'est-ce qui dit au chef d'état-major, je ne sais pas qui? Sans ministre européen de il faut, la Défense. faut abattre l'avion russe ou pas? Non, il ne faut pas une réunion avec 50 personnes. Hein. Donc en fait, c'est un éternel échec. Non. Toute forme d'Europe de la défense. Non, c'est pas ce que je dis. Alors, Il expliquez-moi. y a des raisons très claires pour lesquelles les Européens n'ont pas Bien voulu sûr. faire ça depuis l'après-guerre. Ils sont confrontés, non pas par l'attaque de Poutine, mais par l'incertitude de Trump. Et pour avancer, au lieu de faire des discours creux sur l'Europe de la défense, il faut avancer en répondant aux 3 questions dont j'ai parlé. Permettez-moi de faire l'avocat du diable, mais enfin, il y a aussi beaucoup d'Européens qui se disent on fait le gros dos. Oui. On achète des armements américains, ça les rendra contents. On s'occupe de l'Ukraine, on paye et on achète l'armement pour l'Ukraine parce que ça nous concerne directement. Et on attend que Trump finisse, prenne sa retraite. Et puis ensuite, on reviendra à une politique atlantiste comme les autres. Alors, d'abord, ça explique que les engagements très forts du président Macron n'aient pas été très largement soutenus. Un peu plus maintenant, en parole, en tout cas. Et il se pose la question. Deuxièmement, c'est fondé sur l'idée que le Trumpisme va s'arrêter avec Trump. Oui. On peut discuter. C'est pas mon avis, par exemple. Pourquoi? Vous pensez que Je pense que c'est un ce phénomène sera de pire fond. après? Oui, je pense qu'il va corriger parce que sinon il va perdre trop limite terme. Il va perdre un peu, mais il veut perdre moins. Mais le mouvement de l'électorat populaire américain contre la mondialisation, voulu par les Américains, qui aboutissait à faire tous les iPhones en Chine, qui a ruiné le Middle-Ouest. Donc ils ont créé l'électorat de Trump. D'autre part, il y a un ras-le-bol de l'électorat populaire américain contre le progressisme américain devenu woke. Oui. Et qui est durable, indépendant de Trump. Ça, c'est relativement durable. Alors même si Trump se corrige beaucoup, il va être obligé. C'est pas pareil si c'est Vance sur Rubio. Et de toute façon, même quand les démocrates reviendront, ils vont revenir un jour ou l'autre. C'est pas les démocrates d'avant. Ils vont être obligés de corriger. D'ailleurs, le candidat à New York, là, qui a été élu maire de New York, il a fait une candidat démocrate classique. Oui, M. Mamdani. Sur le pouvoir d'achat. Donc ce renversement d'alliance, il est durable. C'est pas Donald Trump qui opère un renversement stratégique. C'est pas que Trump. Ils vont pas lâcher complètement. Ça va durer. Ils veulent que les Européens continuent à acheter des armes aux États-Unis. Ils vont pas lâcher l'alliance. Il y a pour ça qu'il y a un peu de place, pour aller dans le sens que nous esquissions il y a quelques minutes, vers un pilier européen et canadien dans l'alliance. Donc vous n'êtes pas complètement défaitiste sur ce plan-là. Il y a un chemin. Non, je l'entends. Attendez, moi je suis lucide et volontariste. Qui est le véritable adversaire de l'Europe aujourd'hui? Est-ce que c'est la Russie ou est-ce que c'est les États-Unis? C'est plutôt Non, la Russie, ça nous consolide. Parce que les Européens pensent être dans le camp du bien. Un ennemi commun. Donc ça les aide moralement. Et puis la Russie, au bout de 4 ans de guerre, avec des centaines de milliers de morts, la Russie n'a pas réussi à conquérir tout le Donbass. Alors qu'ils ne sont pas obsédés par l'Europe, en fait, contrairement à ce qu'on raconte. Ils sont obsédés par les 25 millions de Russes, enfin de russophones en dehors de la Russie. Au bout de 4 ans, ils n'ont même pas tout le Donbass. Vous vous rendez compte? Donc ça nous soude plutôt. Donc Poutine n'a pas gagné la guerre. Non, bien sûr que non, ni psychologiquement. Puis en plus, pour la Russie, c'est horrible pour l'Ukraine, mais c'est horrible pour la Russie aussi. En revanche, l'incertitude créée par Trump, c'est un point, est capitalisable pour avancer dans le sens dont on parlait. Après, quand vous dites l'Europe, attention, parce que quand on parle défense, on ne peut pas le faire sans l'Angleterre. C'est pas les 27. C'est pas la Commission. Donc l'Europe, le noyau qu'on va créer, c'est Angleterre, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Pologne, on va dire Suède, Italie,
quelques forces spéciales, mais pas les 27. Mais vous C'est voyez, un truc complètement original. vous voyez qu'immédiatement, Une structure, pardon. dès qu'on parle de la France et de la Grande-Bretagne, les Français regardent les Grands-Bretons avec méfiance parce qu'ils pensent que ce sont des chevaux de Troie des États-Unis. Et d'ailleurs, les dernières prises de position de M. Keir Starmer, notamment sur le fameux archipel des Chagos, où il pensait pouvoir redonner à l'île Maurice, et les États-Unis sont intervenus, on va dire pas question, ça ne nous intéresse pas, et on arrête tout, montre bien qu'il y a quand même une dépendance ou une alliance que les États-Unis non plus. Chaque pays d'Europe est multidépendant. On dépend des Chinois pour les masques, on dépend des autres pour le pétrole, etc. Il n'empêche qu'on est dans un moment particulier où même les Anglais essaient de bouger un peu par rapport à ça. Les Allemands, un peu, ils redeviennent très allemands. Ils veulent quand même garder le système. Et je pense qu'il y a un chemin possible, à condition d'y aller doucement. On a compris votre lecture sur une potentielle Europe de la défense. Juste sur l'Ukraine. Pilier européen dans l'OTAN, c'est bien clair. Les négociations n'avancent pas à Genève entre l'Ukraine et la Russie. Pas de négociation, en fait. Il n'y a pas de négociation. Non, il y a simplement Trump veut se débarrasser du sujet, mais il n'a pas osé le faire. Ça fait 1 an qu'on dit qu'il va tout abandonner. Il ne l'a pas fait, en fait, complètement. Donc, ils veulent que Zelensky abandonne. Les États-Unis, déjà de Biden, disaient on ne va jamais les aider à reconquérir la Crimée. Il faut oublier ça. Et même le Donbass, il n'y aura pas la guerre mondiale pour le Donbass. Et Poutine est hors d'état d'attaquer tout le monde, contrairement à ce qu'on dit. Donc, le plus vraisemblable. Mais c'est la faute à qui, si elles sont au point mort ? Ce n'est pas une question de faute, c'est une analyse des rapports de force. Poutine Poutine n'a pas une responsabilité principale ? Non, mais on n'est pas des juges, là. Bien sûr, parce qu'il y a un débat aux États-Unis. Avant les Trumpistes, les vieux réalistes américains, Kissinger, Brzezinski, Mearsheimer, et même maintenant Jeffrey Sachs et Graham Allison, et Kennan, des gens de tout premier plan, disent que l'Amérique a eu une très mauvaise politique au début, il faut remonter 30 ans avant. Pendant les 10 années après la fin de l'URSS, qu'ils auraient dû gérer la Russie, qui est un pays problématique, et que les erreurs américaines en ont fait un animal enragé. Ça, c'est un débat d'avant Trump. Mais si on le dit en France aujourd'hui, ça donne l'impression d'être des arguments de Poutine. Ce n'est pas le cas du tout. C'est une réflexion réaliste américaine. Alors, il nous reste très peu de temps. Une poignée de secondes, je vais vous donner la dernière question, Anthony. C'est que ça s'arrête sur la ligne de combat, mais sans solution. Alors, la question, c'est simplement, est-ce que... conflit un peu gelé. On a, dans votre livre, vous parlez d'Occident, et on voit bien que tout votre discours, votre réflexion vise à créer 2 Occidents. Non. Vous avez, en tout cas... On envisage. Voilà. C'est pas un programme. Une espèce de scission entre, d'un côté, les États-Unis qui vivent leur vie, et de l'autre côté, l'Europe. Quelles sont les armes de l'Europe ? Comment est-ce que l'Europe peut... On arrive à 3 hypothèses, Maurice et moi. Allez-y, pour conclure. L'Occident est Trumpisé. Après tout, il y a plein de gens en Europe qui pensent qu'il faut en effet arrêter l'immigration incontrôlée, Trumpisme. Ou alors l'Europe reprend le dessus et devient le flambeau des valeurs universelles à l'européenne. 3e hypothèse, en fait... Sans impérialisme, pour le coup, cette fois-ci. 3e hypothèse, c'est qu'en fait, les États-Unis et l'Europe ont des destins différents. Donc il n'y a plus d'Occident au sens géopolitique. Churchill, Roosevelt, et chacun mène sa vie. Alors après, qu'est-ce qu'on devient, nous, les Européens ? Vous avez une préférence ? La 3e hypothèse vous semble la plus possible, j'ai l'impression. C'est la plus probable. Mais la 2e, je préférerais, c'est le sursaut européen, qu'on dise que ce ne sera pas que l'Union pour la Grande-Bretagne, et que fondamentalement, les Européens comprennent que pour sauver la civilisation européenne et le mode de vie, il faut notamment travailler beaucoup plus. Mais ce n'est pas populaire, ça. Bon. En tout cas, voilà une belle occasion de continuer cet entretien en lisant votre livre, Après l'Occident, point d'interrogation, donc, avec Maurice Godelier, chez Robert Laffont. Merci infiniment. Merci pour votre invitation. Votre éclairage, Hubert Védrine.